Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine Santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de l'alimentation chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Comme nous le verrons, bien s'alimenter contribue à la santé de ces personnes. PVV, c'est quelqu'un qui a une immunité qui est déficiente. Et il y a une destruction des anticorps qui demande beaucoup de protéines. Alors, s'il n'est pas ravitaillé à protéines, il doit avoir une santé précaire. Nous écouterons les témoignages de certaines personnes vivant avec le VIH. Elles nous diront comment elles intègrent la prise des médicaments dans leurs habitudes alimentaires. Nous les prenons 2 fois par jour, le matin et le soir. Souvent, c'est après avoir mangé. Mais en cas de nécessité, s'il n'y a pas à manger, carrément, nous sommes obligés de les prendre parce que c'est un produit qu'il faut respecter. Et comme nous l'expliquera un responsable d'ONG, les problèmes d'alimentation sont l'une des causes d'abandon des traitements par certains patients. Il y a plusieurs personnes qui abandonnent les médicaments faute de la nourriture. Et si vous allez même dans des provinces, vous allez voir que parmi même les causes des perdus de vie, il y a l'alimentation. Toutes ces informations et bien d'autres, ce sera dans la suite de ce programme qui commence par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Commençons par la conférence panafricaine sur le paludisme qui vient de se dérouler à Dakar au Sénégal. Une occasion pour les experts de faire le point sur la lutte contre cette maladie. En effet, plus de 3000 experts se sont retrouvés pour parler de cette maladie qui est encore responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde selon l'OMS. Une occasion de parler des avancées de la recherche en matière de surveillance, de diagnostic, de traitement de la maladie ou encore de progrès vers la mise au point d'un vaccin. Les experts ont par exemple abordé des sujets d'actualité comme la lutte contre la maladie dans les zones de conflit, comme le nord-est du Nigeria où sévissent les djihadistes de Boko Haram. Et parmi les études présentées au Sénégal, Firmin, il y a celle qui montre que faire la transfusion sanguine augmente le risque de contracter le paludisme. Tout à fait, Mohamedou. Les experts ont présenté l'analyse d'une vingtaine d'études réalisées sur plus de 24 000 donneurs de sang, notamment au Nigeria. Près d'un quart des réserves des banques de sang contenaient des parasites qui provoquent le paludisme. D'autres tests réalisés dans la banque de sang de Malabo, la capitale de Guinée équatoriale, ont aussi révélé que 29,5% des échantillons étaient contaminés. Selon certains experts, ces résultats montrent que les personnes recevant une transfusion sanguine doivent suivre un traitement préventif antipaludéen. C'est le cas des femmes enceintes et des enfants qui reçoivent souvent des transfusions sanguines pour pallier à une anémie. Allons maintenant au Niger pour parler d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui vient de se dérouler dans ce pays. Tout à fait, plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés contre la polio dans les 72 districts sanitaires que compte le pays. Des chiffres communiqués par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Il faut noter que cette campagne a touché plus de 40 000 enfants vivant dans des camps de réfugiés et des sites de déplacés de Difa, une localité qui abrite des victimes du conflit causé par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Au cours de la campagne, des doses de vitamine A et d'albendazole, un antiparasitaire, ont été administrés aux enfants. Et Firmin, peux-tu nous dire un peu plus sur cette maladie? Oui, Mohamedou, la poliomyélite est une maladie contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures. Le virus se propage d'une personne à une autre principalement par la voie fécale-orale, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'eau ou des aliments contaminés par des excréments humains. La fièvre, les maux de tête, les vomissements, la raideur de la nuque et les douleurs dans les membres en sont les premiers symptômes. Une paralysie irréversible des jambes, en général, survient dans un cas sur 200. Entre 5 et 10% des malades paralysés décèdent lorsque leurs muscles respiratoires cessent de fonctionner. Cette maladie touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Comme il n'existe pas de traitement, la prévention est la seule option. Le vaccin antipoliomyélite administré à plusieurs reprises confère à l'enfant une protection à vie. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Et terminons en parlant de la lutte contre le cancer en Afrique avec l'exemple de 2 pays qui font des efforts dans ce sens. Il s'agit du Kenya et du Rwanda.
Oui, Mohamedou, le Kenya est au nombre des pays africains qui s'efforcent de rendre accessibles les services de cancérologie grâce à des régimes d'assurance maladie financés par les pouvoirs publics. En outre, le Kenya mise sur la formation de plus de spécialistes du cancer. Le pays qui ne compte que 22 cancérologues pour une population de 46 millions d'habitants a décidé de créer en 2016 un programme de bourse d'études en oncologie à l'université de Nairobi. Des bourses qui serviront à former plus de médecins et de personnel infirmier attachés au service de cancérologie. Des agents de santé sont aussi initiés à dépister précocement les cancers dans la communauté. Il est aussi prévu d'ouvrir 5 nouveaux centres de cancérologie en dehors de la capitale Nairobi où se concentrent ces services. Et qu'en est-il du cas du Rwanda ? Le Rwanda s'implique aussi dans la prévention du cancer, en particulier celui du col de l'utérus qui représente quelques 22% de cancers qui touchent les femmes de la région africaine de l'OMS. Plusieurs campagnes de vaccination ont été menées contre le papillomavirus humain responsable du cancer du col de l'utérus. En outre, le traitement du cancer est accessible et remboursé par le régime national d'assurance maladie qui couvre environ 90% des 11,6 millions de Rwandais. Cependant, les autorités regrettent que la plupart des patients atteints d'un cancer viennent consulter trop tard pour être traités. Il y a donc encore un effort à faire dans la sensibilisation des populations. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous l'annoncions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de l'alimentation chez les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les PVV en sigle. Selon les spécialistes, les adolescents bien nourris sont 2,5 fois plus susceptibles d'observer le traitement que leurs pairs qui ne sont pas suffisamment nourris. Un corps bien nourri supporte mieux les traitements médicamenteux, pendant que les personnes souffrant de malnutrition et vivant avec le VIH sont plus susceptibles de succomber aux maladies opportunistes. Pour en parler, nous recevons comme invité le docteur Jacques Nzouké. Il est médecin généraliste à la Polyclinique Recherche Santé Plus, c'est à Béni, en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Tout d'abord, il nous a expliqué que consommer les protéines est nécessaire pour renforcer le système immunitaire des patients. L'alimentation, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important parce qu'il est PVV. Donc, c'est quelqu'un qui a une immunité qui est déficiente. Et il y a une destruction des anticorps qui demande beaucoup de protéines. Alors, s'il n'est pas ravitaillé à protéines, il doit avoir une santé précaire, médiocre. Ouais. Du point de vue de la médecine, c'est quoi une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui comporte les 3 sortes d'aliments, donc les aliments riches à calories, en énergie, à protéines et à lipides. Y a-t-il un lien entre les aliments que l'on consomme et la prise des antirétroviraux? Si oui, lesquels? Vraiment, c'est nécessaire parce que PVV, c'est quelqu'un qui a un problème de santé. Vous allez voir, PVV est en train de maigrir. C'est là il faut vraiment un renfort alimentaire qui va l'aider à renforcer son organisme, notamment les aliments riches à protéines. Ouais. Alors, quels sont les risques éventuels pour les personnes vivant avec le VIH qui ne s'alimentent pas correctement? Oui. Qui souffrent par exemple de la malnutrition? Oui, les risques, c'est d'abord la cachexie. La cachexie, c'est l'amaigrissement qui est prononcé. Quand il y a une cachexie prononcée, il y a tous les risques qui peuvent surgir. Néanmoins, quand il y a un déficit en apport à protéines, à calories, à lipides, alors le métabolisme aura un problème. Il peut courir vraiment un risque vraiment très, très important. Ouais. Et certaines PVH peuvent avoir des problèmes d'appétit ou de nausées et vomissements. Que faire dans ces cas-là pour suivre correctement son traitement? Oui, un PVV, quand il y a un problème de santé, normalement, il doit aller à l'hôpital, on doit le venir en aide. Il y a les infections qu'on appelle infections opportunistes. Donc, ce sont des infections qui sont liées à un déficit immunitaire. Vous avez cité le vomissement, vous avez cité le manque d'appétit. À part ça, on peut avoir une diarrhée, on peut avoir tout. Ce sont des signes qui sont liés aux infections opportunistes. Alors,
Les médecins, quand ils reçoivent un malade comme ça, ils doivent d'abord les stabiliser les infections là opportunistes, et puis continuer avec les antirétroviraux parce que les antirétroviraux l'aident à renforcer son immunité. Alors, quand il y a des infections opportunistes, ça affaiblit davantage l'organisme, ce qui fait que les ARV n'auront pas d'importance dans son organisme. Alors, les médecins, son rôle, c'est stabiliser et soigner correctement ces IST, plutôt les infections opportunistes, et puis le malade continue avec les antirétroviraux parce que c'est le seul médicament qu'on a pour essayer d'aider nos malades qui sont affectés par le VIH. Est-il interdit de boire de l'alcool quand on est sous traitement ARV? Pourquoi? Bon, alcool et ARV, ou bien alcool et médicaments, c'est une éducation qu'il faut vraiment inculquer dans notre communauté parce que les gens, quelquefois, ils peuvent s'affoutre des médicaments, ou bien l'alcool quand ils sont en train ils sont malades. Alors, moi, je dirais qu'il faut respecter les conseils du médecin. Quand le médecin vous dit qu'il ne faut pas boire l'alcool quand vous êtes sous cure, c'est important parce qu'il y a toujours une répercussion sur l'organisme, notamment les foies qui nous aident à métaboliser les médicaments. Et si vous ne respectez pas les conseils, vous pouvez tomber dans des problèmes hépatiques, des hépatites qui peuvent surgir des hépatites d'origine médicamenteuse. Alors, à ce niveau-là, je vous dirais que c'est important vraiment de respecter les conseils du médecin. Quand le médecin vous dit de ne pas prendre l'alcool quand vous êtes sous médicaments, c'est vraiment important pour votre santé. Ouais. Un dernier commentaire sur ces sujets relatifs à l'alimentation et les personnes vivant avec le VIH. Bon, la prise en charge de PVV qui sont affectés par la maladie VIH-Sida, il y a beaucoup de volets. Vous allez voir, la prise en charge, il y a des volets psychologiques. Il y a des psychologues qui sont chargés à vous renforcer de manière que vous compreniez votre maladie. L'autre volet, c'est le volet nutritionnel pour les renforcer à un aliment. Le dernier volet, c'est maintenant le volet médicamenteux. Là, maintenant, ce sont au recours aux ARV et d'autres médicaments pour gérer les infections qui sont liées au VIH. Nous remercions le docteur Jacques Nzouké, médecin généraliste à la Polyclinique Recherche Santé Plus. C'est à Béni, en RDC. Il était au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Écoutons maintenant le témoignage de deux personnes vivant avec le VIH-Sida. Bébête à Kinshasa et Paul à Lubumbashi prennent leurs médicaments antirétroviraux tous les jours depuis plusieurs années. Quand prennent-ils leurs médicaments? Quand et que mangent-ils? Ont-ils des interdits alimentaires? Nos correspondants leur ont posé ces questions. Écoutez leurs réponses. En fait, moi, je prends le matin à 8h et le soir à 20h. Je suis dans la deuxième ligne. Alors, je prends la journée 7 comprimés. Il nous est conseillé de prendre, avant de prendre les ARV, il faut manger pour que l'estomac ne soit pas vide d'agents, toxiques. Avant de prendre mes ARV, je dois manger. Est-ce qu'il vous a été conseillé de prendre un certain type d'aliments pendant que vous prenez les ARV? Ça nous est conseillé de prendre les aliments bio, prendre de l'eau, les sucreries, les coca, les Fanta, non. Les jus, oui, mais avec de l'eau. Oui. Est-ce que vous avez changé votre habitude alimentaire depuis que vous prenez ce produit ou vous mangez ce que vous avez toujours mangé depuis? Je mange tout ce que j'ai toujours mangé et maintenant c'est plus. Si je mangeais une petite quantité, maintenant c'est plus. Parlons de la consommation de la boisson, précisément l'alcool. Est-ce qu'il est conseillé d'en prendre ou d'en consommer pendant que vous prenez les ARV? Pendant la prise des ARV, c'est vraiment déconseillé de prendre l'alcool parce que tu risques de faire une insuffisance rénale. Comment prenez-vous vos ARV? Mangez-vous avant ou après avoir pris vos médicaments? Oui, nous les prenons 2 fois par jour, le matin et le soir. Souvent, c'est après avoir mangé. Mais en cas de nécessité, s'il n'y a pas à manger, carrément, nous sommes obligés de les prendre. Parce que c'est un produit qu'il faut respecter. Et l'essentiel est que les produits soient dans le corps. Et pourquoi le médecin vous avait dit qu'il faut manger avant de prendre les médicaments? Oui, les médecins nous ont dit ça à maintes reprises parce que le médicament, il a de la suite et puis quand vous les prenez pour ne pas avoir quelque chose dans le ventre, ça fait mal, ça fait des douleurs. Des fois, ça brûle l'estomac. Des fois, ça vous amène même à être très affaibli. Mais quand le médicament trouve la nourriture à l'intérieur, ça se dissout légèrement et calmement. Vous n'avez pas de douleur ou d'anomalies, non. Vous étiez déjà arrivé de prendre vos médicaments sans manger correctement? Des fois, quand je suis en déplacement, quand je suis en voyage, je parviens à honorer, à prendre mes médicaments comme il faut, quand bien même je n'ai pas de nourriture.
Est-ce que vous avez des ennuis quand vous prenez vos médicaments sans avoir mangé? Oui, si, j'ai des ennuis. Quand vous les prenez sans avoir mangé, nécessairement vous devez vous attendre à des douleurs de ventre, des fois à des vomissements. Ça vous amène même à vomir. Vous a-t-on conseillé de prendre un certain type d'aliments pendant que vous prenez vos ARV? Oui, on nous a demandé de prendre beaucoup de légumes. Les médecins insistent beaucoup. Alors les légumes, nous les consommons. Les haricots, là, on nous essaie, il faut prendre. Surtout les feuillages, là, de les consommer davantage. Quelque chose a-t-il changé dans vos habitudes alimentaires depuis que vous vivez avec le VIH-Sida? Il y a quand même un changement parce que des fois, je ne prenais pas les légumes comme il fallait. Mais maintenant, là, je prends presque le tout. Je force même à prendre ce que je ne prenais pas. Vraiment, ça a changé ma façon de manger. Prenez-vous de l'alcool? Vous l'a-t-on déconseillé? Dès ma naissance jusqu'à ce jour, je n'ai jamais fumé ni boire. Je ne bois jamais parce qu'il n'y a aucun intérêt dans la boisson. Et que pouvez-vous dire à ceux qui résistent encore à prendre des ARV? À ceux qui résistent, je leur conseille de ne pas faire cette têtitude-là, non. Parce que moi, personnellement, en tant qu'assistant psychosocial, nous avons enterré beaucoup de gens, les résistants, qu'ils continuent à prendre et à respecter leur adhérence, leur observance. La vie va continuer. Le succès du traitement antirétroviral n'est pas seulement lié à la prise des médicaments. Ceci est encore plus vrai en Afrique où de nombreux patients vivent dans la pauvreté et ont de la peine à se nourrir convenablement. Selon le docteur Maurice Fellow, de nombreux patients abandonnent même leur traitement faute d'une bonne alimentation. Le docteur Fellow est chargé de la prévention et du plaidoyer au sein de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH-Sida, UCOP+, en sigle. Voici son témoignage au micro de notre correspondante Béro Matanda. Dites-nous, est-ce que l'alimentation est un problème pour les PVVIH de votre association? Effectivement, madame, l'alimentation est un problème. Comme vous le savez, les ARV sont des médicaments comme tout autre médicament. Ils ont une interaction avec l'alimentation. C'est un problème parce que lorsque les PVV n'ont pas une bonne alimentation, ils ne seront pas adhérents au traitement, mais également avec notre pays, comme vous le savez, un pays où les manger d'abord pose problème. Alors, ajouter à cela, si les médicaments que les malades prennent, en l'occurrence les ARV, qui ont des effets secondaires, et ces médicaments qu'ils prennent lorsqu'il n'y a pas une bonne alimentation, ils peuvent facilement abandonner. Donc, il y a plusieurs personnes qui abandonnent les médicaments faute de la nourriture, faute de l'alimentation. Et si vous allez même dans des provinces, vous allez voir que parmi même les causes des pertes de vie, les causes où les malades abandonnent les médicaments, il y a l'alimentation. Donc l'alimentation est un problème et je le dirais même un réel problème, surtout pour les personnes vivant avec le VIH qui sont déjà vulnérables. Et lorsque l'alimentation manque, c'est un problème s'y rajouter. Quelles sont les conséquences des problèmes d'alimentation dans les traitements personnes vivant avec le VIH? Alors, les conséquences sont très nombreuses, parmi lesquelles je vais citer quelques-unes. Et il y a d'abord les manques d'adhérence. Les malades qui prennent les médicaments, qui n'ont pas une bonne alimentation, ils ne seront pas adhérents au traitement. C'est parmi les conséquences. Et puis, il y a une autre conséquence, il y a une défaillance même du système immunitaire. Et comme vous le savez, les malades, les personnes vivant avec le VIH, ils ont déjà un problème de déficit immunitaire. Et lorsqu'il y a absence ou il y a déficit alimentaire, ce déficit immunitaire sera plus encore observé ou plus remarqué que chez une personne en bonne santé qui mange normalement, qui a une très bonne alimentation. Mais également, il y a l'abandon des médicaments. Il y a des malades qui arrêtent carrément de prendre les médicaments parce que lorsqu'ils prennent les médicaments, ils doivent manger. Et lorsqu'il n'a pas la nourriture à manger, facilement il peut abandonner les médicaments. Mais aussi, il y a l'apparition des infections opportunistes. Ces infections opportunistes qui apparaissent chez les personnes vivant avec le VIH par le fait que le système immunitaire est défaillant. Or, chez une personne normale, ces infections opportunistes, ils n'apparaissent pas parce que la personne a son système immunitaire qui fonctionne normalement et ce qui fait que ça n'apparaisse pas. Mais chez les personnes vivant avec le VIH, ce système immunitaire est défaillant. Et lorsqu'ils n'ont pas une bonne alimentation, le problème est encore plus grave qu'il le serait chez une personne normale ou immunocompétente. Voilà pourquoi ça fait partie même des conséquences des manques d'alimentation. Mais également, je peux aller plus loin. Et la conséquence des conséquences, c'est même la mort. Parce qu'il y a des personnes qui meurent
dans des centres de prise en charge pour la simple raison qu'ils n'ont pas une bonne alimentation et les médicaments qu'ils abandonnent et ça peut même les conduire jusqu'à la mort, donc il y a une conséquence extrême. Est-ce que UCOP Plus aide les PVVIH qui ont des problèmes d'alimentation? UCOP Plus est une ASBEL. Il n'aide pas en fait les personnes vivant avec le VIH à trouver une solution par rapport aux problèmes nutritionnels qu'ils ont parce qu'il n'a pas les moyens pour aider ces personnes qui vivent avec le VIH, qui ont besoin d'une alimentation. Donc, nous n'apportons pas cet appui à ces genres de personnes. Quel type d'aide le gouvernement et les partenaires internationaux peuvent fournir à UCOP Plus pour aider ses membres et les personnes vivant avec les VIH en général pour réduire les conséquences néfastes de la mauvaise alimentation et de la sous-alimentation? Alors, je pense que l'aide que le gouvernement et les partenaires internationaux peuvent apporter, c'est l'appui alimentaire. L'appui alimentaire serait une aide précieuse pour les personnes vivant avec le VIH. Et cette aide-là, je pense que si elle est apportée, ça pourra soulager plus d'une personne qui se trouve dans cette situation. Parce que si on pouvait on pouvait donner, distribuer ou disponibiliser cet appui, ça pouvait même aider certaines associations à s'organiser. Même un appui financier qui peut même permettre à certaines associations de créer ce que nous appelons des AGR, donc des activités génératrices de revenus qui peuvent aider les familles qui sont démunies pour trouver un pain, pour trouver de quoi manger et pour trouver comment survivre malgré la maladie, malgré la situation dans laquelle ils vivent. Avec cette aide, ça pourrait être une aide très indispensable. Donc, nous demandons que si le gouvernement ou les partenaires peuvent appuyer, donner un appui nutritionnel, ça serait d'une aide très précieuse pour l'organisation et pour les personnes vivant avec le VIH. Nous remercions Bébête, Paul et le docteur Maurice Fellow pour leur témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Ngenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Ngenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Moi, c'est Steve Bokor depuis le Bénin Parakou. Mon cousin souffre d'une maladie. La maladie est que ça attaque ses testicules. Et cette maladie revient à chaque fois dans le mois d'octobre de chaque année. La maladie se manifeste par le grattage, c'est-à-dire ça se gratte et dans peu de temps, tous ces testicules se transforment en plaies et mon cousin arrive à dormir la nuit. Sur ce, nous nous rendons à l'hôpital après les consultations et les prescriptions faites par le docteur. Nous constatons que la maladie se calme momentanément et ça se revient encore l'année prochaine, c'est-à-dire dans le même mois d'août. Pour cela, moi, j'aimerais savoir quel est le nom de cette maladie qui attaque les testicules de l'un de mes cousins. Est-ce que c'est une maladie normale ou encore c'est quelle sorte donc ils ont lancé à mon cousin? Ce sont mes préoccupations, donc j'aimerais que le docteur essaie de les clarifier si possible. Je vous remercie. Ce que je peux répondre à Steve, c'est que par rapport à la description qu'il fait de cette maladie, une maladie qui intervient très souvent au courant du mois d'octobre, qui se manifeste par des grattages, qui semble très isolée puisqu'elle n'attaque que les parties génitales, ça peut éventuellement être une maladie allergique, une maladie provoquée par une réaction allergique, puisqu'on est en présence quand même d'un phénomène qui survient épisodiquement et qui est très localisé sur le plan corporel. Steve précise également que les prescriptions du médecin ont calmé son cousin, du moins calmé les manifestations pendant quelque temps de façon transitoire, puis en octobre, on se retrouve encore face à cette situation. C'est dommage qu'il n'ait pas précisé ce traitement qui permet de calmer ces manifestations-là, parce que si ce traitement précis par le médecin était un traitement anti-allergique, du moins, on aurait une forte conviction par rapport au diagnostic.
C'est pour ça que je vais demander à Steve de se rapprocher de son médecin et de lui demander éventuellement quel est le diagnostic précis qu'il fait de cette maladie-là. Pour ma part, ça semble être une maladie allergique, mais il me manque énormément d'autres éléments pour pouvoir avoir la conviction de cette hypothèse diagnostique. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Munezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Ma question est de savoir, la guérison dépend-elle seulement des médicaments ou elle dépend aussi de l'état psychique de la personne ou de la psychologie de la personne, du fait que la personne a le médicament et il se dit que si je prends ce médicament, je serai guéri, ou c'est juste le fait de prendre des comprimés qui assurent la guérison? Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans le processus de guérison, la prédisposition psychologique de la personne à accepter son traitement, désir de la personne à guérir a une importance capitale, car on peut être guéri juste par la seule conviction de se sentir guéri. C'est d'ailleurs un effet qui porte le nom de effet placebo, qui est bien connu de la médecine. Placebo étant cette substance pharmacologiquement inactive qui est délivrée dans le cadre d'un essai clinique afin d'apprécier l'efficacité, par exemple, d'un médicament. On constate qu'environ 40% des personnes vont connaître une guérison rapide alors que ces personnes ont eu ce placebo, à savoir cette substance qui, logiquement, n'a aucun effet pharmacologique. Mais paradoxalement, les médecins vont constater rapidement une guérison des personnes qui ont pris cette substance-là, contrairement à ceux qui auront pris le médicament qu'on est en train de mesurer. Donc, c'est pour dire que la guérison s'obtient, certes, par le biais des médicaments, mais plus rapidement grâce à l'apport d'une bonne prédisposition psychologique. Et cette guérison, d'ailleurs, est d'autant plus rapide lorsque la relation entre le médecin et le malade est bonne, lorsque le malade a confiance à son médecin, lorsqu'il a confiance à son traitement, lorsqu'il a un fort espoir de guérison et surtout, lorsque ce malade-là est dans des bonnes prédispositions psychologiques pour accepter sa guérison, pour accepter son traitement et bien évidemment pour suivre les conseils médicaux que va lui prodiguer le médecin dont il a confiance. Voici ce que je pourrais répondre à ce auditeur concernant la guérison et l'état psychologique des personnes. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. Et c'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée à l'alimentation comme facteur essentiel pour l'observance du traitement par les personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le Dr Jacques Nzouké, médecin généraliste à la Polyclinique Recherche Santé Plus à Beni en RDC. Il nous a expliqué ce que signifie une bonne alimentation et pourquoi il est nécessaire de bien manger quand on est sous traitement antirétroviraux. Nous avons également écouté les témoignages de 2 personnes vivant avec le VIH-Sida et nous ont expliqué comment elles intègrent la prise des ARV dans leurs habitudes alimentaires. Enfin, nous avons écouté le docteur Maurice Fellow de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida, UCOP+. Il nous a révélé que plusieurs PVV cessent de suivre leur traitement faute d'une bonne alimentation. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants à RDC, Gabriel Nina à Lumumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Tiro et de Carl Stanley qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Mohamedou Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Munezero. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.